Regardez ce qui se passe en France. La République française est en état de chaos moral, en état de chaos politique, en état de chaos économique et en état de chaos social. Je commence par le chaos moral. Mais, bon, l'identité morale de la France, qui a souvent été présentée comme la fille aînée de l'Église, et qui était au cœur de l'Europe, une nation dont l'élite revendiquait l'incarnation des valeurs du catholicisme. Mais la France ne revendique plus ces valeurs. D'autant plus que le catholicisme lui-même en France a été vicié par les pires scandales. Et que l'élite politique française aujourd'hui n'est plus une élite moralement exemplaire. Non pas que quand on fait de la politique, on doit être des saints. Mais c'est une élite qui n'est plus au clair avec les valeurs traditionnelles de la société française. Ce sont plus ces valeurs qui orientent la vie des Français. Les valeurs de la famille, les valeurs de la patrie, les valeurs de la fécondité, les valeurs de la natalité, les valeurs de la tradition, du respect aux aînés, ce qui fait la beauté de la France profonde. Tout cela est balayé par ceux qui dirigent la France aujourd'hui. Moi, je vis en France depuis l'an 2000. Et je dois vous dire que le plus beau aspect de la France n'est pas celui que vous voyez là. C'est pas monsieur Macron et ses ministres. C'est pas la smala politique que vous entendez sur BFM TV, CNews, etc. Il y a la France. C'est celle des villes et des campagnes anciennes. Et vous pouvez l'étudier en retraçant l'histoire des églises chrétiennes de France. Vous allez découvrir une France à l'histoire profonde, dense, riche, savoureuse. La France, celle qu'on ne vous évoque pas, c'est la France agricole. J'espère que vous savez que ce pays est un immense pays agricole, avec des paysans d'une saveur, d'une profondeur et d'une sagesse qui est en train d'être piétinée par leurs élites. Intéressez-vous à la France campagnarde, à celle qui fait le fromage, à celle qui élève les vaches, à la France rurale, parce qu'elle est encore vivante, quoique agonisante, à la France écologique. On n'en entend plus parler. Est-ce que vous entendez encore parler de cette France? Quand vous entendez parler de France, c'est pour entendre que M. Macron a fait ceci, il utilise le 49.3, il menace tout le monde, il a attrapé le patron de Telegram. La France du peuple français, qui est un peuple très ancien, cette France-là a disparu des radars, n'est-ce pas? Il y a une autre France, c'est la France des lettres, la France des idées, la France de la connaissance. Elle est complètement refoulée. Or, ce sont seulement ces trois France-là qui sont tolérables. Alors que la France néocoloniale, la France coloniale, la France négrière, mais c'est l'abomination française. Et c'est cette France coloniale, cette France néocoloniale, cette France négrière, cette France violente qui l'ont emporté sur la France du terroir, la France de la tradition, la France des gens simples, la France des gens au bonnet, la France des paysans aux mains calleuses, que la plupart des Africains qui regardent les réseaux sociaux ne connaissent pas. Oui! Donc, je suis en train de vous dire que, mais ici, en France, c'est le chaos. C'est le chaos d'abord parce que on a assisté à une violence exceptionnelle de l'État contre des gens qui revendiquaient des choses justes. Vous avez vu la barbarie de l'État face au mouvement social des Gilets jaunes. On n'avait pas vu ça en France depuis pratiquement la monarchie. La police, la gendarmerie qui sortent et qui tirent et qui éborgnent les gens, qui tirent à bout portant sur la foule. On n'avait pas vu ça. On a revu ça en France. Là. Donc, un État violent, un gouvernement violent. Mais tant qu'ils étaient violents envers les nègres d'Afrique, comme ils disent, violents envers les Arabes, violents envers les jaunes, ça passait pour banal. Maintenant, ils sont violents envers les Blancs de France. Donc, un État hyper violent. Deuxième élément du chaos ici, sur le tableau de France, le mépris des institutions françaises par ceux qui sont supposés les protéger. Et le premier à mépriser les institutions françaises, dans l'ordre, c'est le président de la République actuelle, Emmanuel Macron. Voilà quelqu'un qui a perdu les 3 dernières élections. Il a perdu l'élection européenne. Il a perdu le premier tour de l'élection législative. Il a perdu le deuxième tour de l'élection législative. Et ce monsieur refuse
conformément pourtant à la tradition républicaine française, de désigner comme Premier ministre une personnalité issue du nouveau Front populaire qui est arrivé en premier aux élections législatives 2024 au deuxième tour et qui par conséquent devrait, selon la tradition française que seul Macron piétine, c'est le nouveau Front populaire qui devait tenter de constituer un gouvernement, quitte pour celui-ci à être censuré par les autres forces. Emmanuel Macron, qui n'a pas gagné avec son parti Ensemble ou Renaissance les élections, il organise un cafouillage dans lequel il se donne le rôle de choisir qui il veut comme Premier ministre. On va même jusqu'à citer un instituteur obscur qui a été ramassé quelque part et qui serait supposé être au-dessus de la mêlée. Mais en réalité, quelqu'un qui serait supposé manipulable par Macron pour faire ses quatre volontés. Donc, les règles de la démocratie française ne sont plus respectées. Pratiquement plus de 70% des mandats de M. Macron, il a gouverné en utilisant le 49.3. Un article de la Constitution qui permet de passer outre le Parlement pour gouverner le pays. Nous sommes en dictature ici. La France est une dictature. Et c'est pour ça que M. Macron ne peut plus marcher qu'avec les dictateurs. Il ne peut faire ami-ami qu'avec les dictateurs africains. Vous avez vu comment il a renoué une relation décomplexée avec Paul Biya du Cameroun. Ouattara, alors, c'est Alassane Dramane Ouattara, c'est son camarade de piscine, littéralement. Emmanuel Macron n'est qu'à l'aise avec les dictateurs africains. Il ne peut pas marcher avec les révolutionnaires. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, jamais il ne va marcher avec eux. Pourquoi? Mais parce que Emmanuel Macron est un dirigeant réactionnaire. Il est à la tête de la dictature française. Et c'est lui qui utilise les concepts de junte malienne, junte burkinabé. Alors que là, c'est un gouvernement de junte que nous avons ici en France. C'est un gouvernement de junte que nous avons ici en France. Car en vertu de quoi, moi par exemple le 10 septembre prochain, je suis convoqué à l'hôtel de police de Rouen par un officier de police du ministère de l'Intérieur. Or, à la tête du ministère de l'Intérieur, il y a Moussa Gérard Darmanin, qui est démissionnaire. Mais en vertu de quoi un ministre démissionnaire peut convoquer un citoyen pour lui ordonner de répondre à des questions? Alors même que il n'y a aucune infraction clairement reprochée à ce citoyen par la justice. Donc, la France est dans un état de chaos. Et le chaos qu'elle a semé ces 60 dernières années en Afrique, ce chaos se reproduit à Paris. J'avais utilisé une image que beaucoup n'ont pas oubliée, une image mathématique. Celle qu'on trouve dans la théorie des fonctions en mathématiques. La comparaison entre l'antécédent et l'image. J'ai dit que l'antécédent des dictatures africaines, c'était le colonialisme français. Et maintenant, on voit très bien que l'image de la France a parfaitement rejoint son propre antécédent. C'est-à-dire que l'élite politique française se retrouve avec une pratique politique qui correspond à ce qu'elle a promu pendant des décennies, des siècles même ailleurs. Le colonialisme, les Français sont colonisés en France. À partir du moment où un gouvernement gouverne par le 49.3, impose la réforme des retraites de toutes les générations en utilisant le 49.3. À partir du moment où on a un gouvernement démissionnaire qui est là depuis bientôt 3 mois et qui ne veut pas bouger et qui continue à gouverner le pays alors qu'ils n'ont pas la légitimité parlementaire. La France est une autocratie. La France est une dictature. C'est ce qu'elle est. Il n'y a pas d'autre mot pour cela. Et ces mots sont utilisés aujourd'hui par l'essentiel des députés de l'opposition. On pousse même le ridicule actuellement en France jusqu'à présenter la France insoumise comme étant les ennemis de la France. Alors que l'ennemi de la France, c'est celui qui ne respecte pas la volonté du peuple français, Monsieur Macron. Il n'a pas gagné les élections législatives. Il n'a pas à imposer un Premier ministre. Il n'a pas à choisir un Premier ministre. C'est le nouveau Front populaire qui doit proposer le Premier ministre. Et celui-ci doit chercher à constituer un gouvernement. Macron ne respecte pas cela. Mais à qui peut-il parler de démocratie encore dans le monde? Au moment où, au nom de la démocratie, il prétend soutenir l'Ukraine contre la Russie. Au nom de la démocratie, il prétend critiquer le Mali, le Burkina, le Niger. Quelle démocratie pratique-t-il ici en France? Ici. La France est devenue une république bananière. C'est une république bananière. En fait, elle a rejoint son identité cachée, celle qui était déguisée derrière l'hypocrisie
du discours démocratique, républicain et droit de l'homiste. Maintenant, les Françaises et les Français sont désabusés. On sait très bien qu'on a affaire ici à une dictature. Moussa Gérard Darmanin, un descendant d'Algériens qui me persécute en France pour faire plaisir à M. Macron. Parce que je critique la politique néocolonialiste de la France en Afrique. Mais quelle autorité morale a-t-il sur moi? Qu'est-ce qu'il peut me dire, Moussa Gérard Darmanin? Qu'est-ce qu'il peut m'enseigner? C'est-à-dire qu'entre le peuple français et ce gouvernement, il y a un divorce moral, il y a un divorce intellectuel, il y a un divorce spirituel. C'est le gouvernement le moins respecté de l'histoire de France. C'est le président le moins respecté, le plus méprisé des Français, c'est lui. Ils n'avaient jamais giflé un président avant lui. Les Français n'avaient jamais giflé un président avant M. Macron. C'est vous dire à quel point, quand on vous parle du chaos, le chaos est ici. Le chaos est en France. La France est dans le chaos. Je vois des médias comme LCI, BFM qui essayent de décrire le Mali, le Burkina, c'est le chaos. On est où? Le 21 avril 2021, il s'est passé quelque chose que les gens semblent avoir ignoré. Plus de 25 000 officiers de l'armée française ont publié une lettre séditieuse contre Emmanuel Macron, président de la République. Madame Florence Parly, qui était à l'époque ministre de la Défense, a promis de punir tous ces militaires et gendarmes. Mais comme ils étaient trop nombreux, on n'en a puni aucun. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que si la chienlit continue, ils vont prendre leurs responsabilités. C'était le 21 avril 2021. Et comme de juste, ils ont choisi un jour où, en 1961, pratiquement par là, un certain 21 avril encore, d'autres généraux avaient tenté de renverser De Gaulle pour rétablir ce qu'ils appelaient la dignité de la France. Ils n'ont pas choisi cette date par hasard. Donc, je voudrais dire aux Françaises et aux Français qui nous écoutent et à tous nos amis à travers le monde que la France est en situation de chaos politique. Elle n'a pas de Premier ministre, elle n'a pas de gouvernement légal et légitime. Le président manipule, eh bien, le carriérisme, les ambitions. Le président abuse des pouvoirs que la Constitution lui donne. Il refuse de reconnaître la défaite, la triple défaite qu'il a subie aux élections européennes et législatives premier, second tour. Il ne se soumet pas à la volonté du peuple. Nous sommes dans un pays divisé. Et je l'ai souvent dit, et je le répète, je ne suis pas certain que l'actuel mandat du président français s'achève comme il a commencé. Je n'en suis pas certain. Et je doute toujours qu'il soit capable de finir ce mandat-ci dans les conditions du premier. Parce que jamais de manière aussi criarde, une rupture entre le peuple français et ses dirigeants, et notamment son dirigeant principal, n'avait été avérée. Donc pour ma part, je suis très sceptique. Je ne crois pas que M. Macron finira l'actuel mandat. Je ne le crois pas. Et je l'ai dit à plusieurs d'entre vous, et je vous demande de noter que j'ai dit que je ne crois pas qu'il va finir ce mandat. Alors, je le disais déjà il y a un an et demi. Certains ne me croyaient pas. Mais voilà que des députés demandent sa destitution. Il est le premier président de la 5e République française qui est l'objet d'une procédure parlementaire de destitution, qui a été lancée par les députés de la France insoumise. Je disais ces choses-là il y a 2 ans. Vous êtes ici, c'est vous mes témoins. Hein? Vous êtes près de 2000 là, sur TikTok. Vous êtes combien ici? Près de 4500 sur YouTube et près de 1000 sur Facebook. J'ai toujours dit que je ne suis pas sûr que ce monsieur-là va finir son 2e mandat. Est-ce que ça a duré? J'espère que vous êtes au courant que les députés lui demandent de dégager. Mais quand dans un pays, des députés démocratiquement élus vous demandent de dégager, cela vous donne une idée de ce que pense la population. Un sondage qui a été publié hier dans tous les journaux parisiens dit que 51% des Français souhaitent la démission de M. Macron. 51% des Français souhaitent la démission de M. Macron. Et ça, c'est dit par des médias favorables à Macron. Ce qui m'amène à affecter ce pourcentage d'au moins 20 à 30% de plus. Parce que ce sont des journaux qui mentent. En fonction des intérêts de l'oligarchie, eh bien, financière, industrielle, qui patronne la France, l'Europe, l'Occident. Et qui leur dicte leurs lignes éditoriales. Donc, je voulais attirer votre attention sur l'extrême fragilité politique de la France aujourd'hui. Fragilité politique, fragilité économique, fragilité géostratégique, fragilité géotactique, fragilité psychologique, morale et spirituelle. C'est un pays vraiment en état c'était un pays en état de vulnérabilité totale. Je n'ai jamais vécu ici en France une période
où l'État a été ramené à une aussi stricte et banale expression. Et en même temps, je vous fais remarquer que c'est quand un État, une république, sont dans leur état de fragilité le plus avancé qu'ils sont le plus violents, le plus absurde, qu'ils sont le plus prétentieux. Vous voyez par exemple la prétention de s'engager dans la guerre contre la Russie. C'est une prétention démesurée, elle ne correspond pas à la réalité de la situation française. L'armée française ne peut pas combattre l'armée russe. Mais pourtant, alors même que j'ai regardé les chiffres de l'aide militaire à l'Ukraine, la France est 10e pays en quantité d'aide militaire. Mais c'est elle qui parle plus que les autres. L'Allemagne donne plus que la France. L'Allemagne ne parle pas autant que la France. Donc, vous voyez, plus un pays est fragile, plus il parle fort. Parce qu'en fait, c'est le dernier refuge. C'est sa dernière énergie. Alors, ce chaos qui règne ici en France, et donc je voulais vous parler ce soir, ce chaos, on le retrouve au Sahel. Parce que le calcul qui avait été fait au Sahel est en train d'être mélangé par l'émergence de l'Alliance des États du Sahel. Là, je vous amène sur le deuxième tableau, la deuxième scène, le Sahel. Observez bien ce qui se passe au Sahel. Qu'est-ce qui était prévu pour le Sahel? Il était prévu que Kadhafi soit assassiné, la Libye soit pillée et que Al-Qaïda et l'État islamique, qui ont été armés en Libye, envahissent tout le Sahel afin d'imposer aux pays sahéliens d'accepter la présence des armées de l'OTAN. Et la présence des armées de l'OTAN, jusque dans le golfe de Guinée et dans le bassin du Congo, avait pour but de maintenir la mainmise sur les matières premières stratégiques du continent. Uranium, or, cobalt, lithium, manganèse, etc., etc. C'était ça le plan. Et c'est en vertu de ce plan qu'Obama, malgré les objections paresseuses de Mahamadou Issoufou, Obama avait dit « No, we will finish the job ». Or, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, il y a à peine 2 ans. Un événement historique inouï. 3 pays se lèvent avec des dirigeants éveillés. Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Abdourahmane Tiani se tiennent la main et ils disent « Nous construisons la forteresse de l'Afrique noire. Nous allons construire la grande muraille stratégique de l'Afrique noire. » Or, qu'est-ce que c'est que l'Alliance des États du Sahel? Mais c'est l'Alliance des États du Sahel, c'est un immense coup d'épée. C'est une épée qui coupe en deux tout le plan de l'OTAN. L'OTAN avait prévu d'envahir le Sahel à partir de l'Afrique du Nord, notamment de la Libye. Et après avoir envahi le Sahel, ils devaient descendre sur le golfe de Guinée. Et entre-temps, ils avaient déjà commencé à envahir le bassin du Congo en utilisant le Rwanda et l'Ouganda. Et ils avaient commencé à descendre sur l'Afrique australe à travers le Mozambique. Parce qu'au final, ils vont attaquer l'Afrique du Sud en utilisant les soi-disant djihadistes. Mais là, maintenant, l'OTAN a un problème sérieux, c'est que son dispositif est coupé en deux. Le Mali, le Burkina et le Niger se dressent et disent non. Non passaran. Et donc, tous les plans sont mélangés. Et du coup, l'Alliance occidentale otanienne est obligée de réorganiser son dispositif. Je vous avais donné une conférence ici sur l'oignon géostratégique de la déstabilisation de l'Afrique. Donc, ils ont décidé d'encercler l'AES afin de mieux aider les groupes terroristes. Mais pour encercler l'AES, il leur faut convaincre les pays qui sont autour du Burkina, du Mali et du Niger de leur servir de base arrière. Voilà comment ils se réinstallent en force en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Ghana, au Nigeria, au Nord Cameroun, au Tchad. Ils se réinstallent en force au sud de la Libye, ils se réinstallent en force au Soudan, ils se réinstallent en force au sud de l'Algérie, en Mauritanie. Je viens de vous tracer l'oignon géostratégique, les bases militaires de l'OTAN, pour encercler le Mali, le Burkina et le Niger. Leur problème, c'est que ça, c'était facile à faire contre Kadhafi, parce que Kadhafi n'avait pas développé les alliances géostratégiques. Il ne les avait pas suffisamment développées. Alors qu'Assimi Goïta, Traoré Ibrahim et Abdourahmane Tiani ont été rapides. Ils ont été inspirés par l'exemple du président syrien Bachar el-Assad. Le régime syrien n'est vivant que parce que Bachar el-Assad a anticipé sur les plans de l'OTAN contre lui. Il a vu le gourdin et il savait à qui le gourdin était destiné. Bachar el-Assad, le président syrien. Sinon, il ne serait pas vivant. Il aurait été kadhafisé, il aurait été Saddam Husseinisé. Il l'aurait massacré, comme taillé en pièces la Syrie, pour continuer à la piller comme il pille actuellement l'Irak et pille actuellement une bonne partie de la Libye.
Donc, c'est quoi le chaos au Sahel? Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.